Au chapitre 2, on étudie simultanément deux caractères x et y pour voir si le caractère x exerce une influence sur y. Dans le polycope, l'exemple qui nous suit tout au long du chapitre 2 s'intéresse à des éponges. Le caractère x en jaune à l'écran, c'est la durée de stockage de ces éponges, et le caractère y en bleu à l'écran, c'est l'hydrophilie, le pouvoir d'absorption de ces éponges. Alors justement, au dernier cours, à l'aide du test ANOVA, on avait pu établir effectivement que le facteur X exerce une influence sur Y. Autrement dit, la variable aléatoire Y ne suit pas la même loi selon que le facteur X prend telle ou telle valeur. Donc on se rappelle que chaque valeur du facteur X détermine une population différente. Donc on se trouve face à 4 populations qui diffèrent par leur durée de stockage. Bon, à l'écran, vous voyez seulement 3 individus de chaque population, mais il faut imaginer derrière ces 3 individus une population bien plus vaste. Alors pour visualiser la situation, rendre les choses plus concrètes, je vous avais suggéré d'assimiler chaque population à un conteneur stockant des milliers d'éponges. Et sur chaque conteneur est inscrit sa durée de stockage. Donc on est face à 4 conteneurs, 4 populations. Dire que le facteur X influence Y, cela revient à dire que lorsque l'on change la valeur du facteur X, c'est-à-dire lorsque l'on change de population, cela impacte le comportement de Y. Autrement dit, Y ne suit pas la même loi dans toutes les 4 populations. Pour pouvoir prendre en compte le fait que le caractère Y puisse éventuellement suivre une loi différente dans chaque population, on est amené à introduire un certain nombre de notations. Alors bien sûr, dans l'exemple des éponges, on a une comparaison de 4 populations seulement, mais ici en cours, on passe directement au cas général et le nombre de populations comparées est donné par le paramètre grand I. Alors déjà, dans l'hypothèse H0 du test ANOVA, au précédent cours, on avait été amené à introduire les moyennes théoriques des différentes populations. Donc on avait mu1 la moyenne de la population numéro 1, c'est-à-dire l'hydrophilie moyenne à l'intérieur de cette population, mu2 la moyenne de la population numéro 2, et ainsi de suite, mu3, mu4 jusqu'à mu indice grand I, la moyenne de la dernière population. Alors ces moyennes, il faut être bien conscient que ce sont des nombres inconnus, on n'aura jamais accès à leur valeur, surtout ne pas confondre avec les moyennes d'échantillons. Justement, on parle de moyenne théorique pour bien faire la différence avec la moyenne expérimentale qui est calculée sur l'échantillon. Alors on a aussi la notion de variance pour chaque population, donc sigma carré indice 1, la variance de la population numéro 1, c'est-à-dire elle mesure la dispersion de l'hydrophilie à l'intérieur de la population numéro 1, et puis sigma carré indice 2, la variance pour la population numéro 2, sigma carré indice 3, etc., jusqu'à sigma carré indice grand I, la variance de la dernière population. Donc là aussi, des nombres parfaitement inconnus, ne confondez pas avec les variances expérimentales, les variances d'échantillons. Et a priori, ces nombres pourraient être différents, c'est pourquoi on prévoit des notations différentes. Et au niveau de la loi, on aura cette notation L calligraphiée, L ronde, avec là aussi une notation différente pour chaque population, pour prévoir le fait qu'on pourrait avoir effectivement des différences d'une population à l'autre. Donc comme pour le test de Mann-Whitney, souvenez-vous, on était en train de comparer deux populations, donc on avait désigné la loi du caractère Y à l'aide de L1 ou L2. Selon la population, là on continue l'énumération, on a L1, L2, L3, etc. jusqu'à L indice I, donc a priori une loi différente dans chaque population. Voilà, donc quand on parle de loi, on imagine une variable aléatoire qui suit cette loi, en l'occurrence le caractère hydrophilie dans cette population. Donc quand on parle de l'espérance de la loi LI, c'est l'espérance de cette variable aléatoire, la moyenne de cette variable aléatoire, et ça coïncide avec la moyenne de cette population numéro I. De même pour la variance de la loi LI, c'est la variance d'une variable aléatoire qui suit cette loi, et ici ça va donner la variance sigma i carré de cette population. Alors à ce stade, il faut bien se rendre compte qu'on se retrouve avec plein de paramètres inconnus.
Mettons dans le cas des éponges, quand on avait seulement 4 populations dans notre comparaison. Donc au niveau des moyennes théoriques, ça nous faisait 4 nombres inconnus, mu1, mu2, mu3, mu4. A priori, c'est 4 nombres différents et tous inconnus, donc ça vous fait 4 valeurs inconnues. Au niveau des variances, de nouveau 4 valeurs inconnues, sigma 1 carré, sigma 2 carré, sigma 3 carré et sigma 4 carré. Au total, 8 paramètres inconnus. Donc dans le cas général, quand votre comparaison s'effectue sur grand I population, vous vous retrouvez avec 2 fois grand I paramètres inconnus. Hein, donc les grandes I moyennes théoriques, les grandes I variances théoriques. Voilà, donc 2 I paramètres inconnus, donc ça commence à faire lourd, beaucoup d'inconnus, et il faudra tout à l'heure trouver un moyen pour contourner cette difficulté. Une situation où le facteur X serait sans influence sur le caractère Y, on aurait le caractère Y qui suivrait la même loi dans toutes les populations, donc on aurait des lois identiques. Et quand on a des lois identiques, ça implique que leurs espérances soient identiques, d'où l'égalité des mu i, et des lois identiques, ça implique qu'elles aient des variances identiques, d'où l'égalité des sigma carré indice i. Alors justement, dans l'exemple des éponges, au précédent cours, on avait été amené à rejeter l'hypothèse H0 du test ANOVA, hein, donc ça avait détruit, ça avait démoli cette formule d'égalité des moyennes théoriques, hein, donc c'est justement grâce à ça qu'on pouvait dire à la fin du précédent cours que le facteur X, la durée de stockage des éponges, avait une influence sur l'hydrophilie Y. Hein, donc on pouvait dire que le caractère Y ne suivait pas une seule et même loi dans les 4 populations, donc c'est pour ça qu'on disait qu'on n'avait pas 4 populations identiques. Donc à ce stade, on se rend compte que c'est plus très rigoureux de continuer à désigner l'hydrophilie avec une seule lettre Y. Euh, Parce que quand on voit une lettre Y, pour nous, c'est une variable aléatoire, c'est-à-dire une loi bien précise. Hein. Une variable aléatoire ne peut pas suivre 2 lois différentes, c'est pas logique. Donc pour rendre les choses plus rigoureuses, on a intérêt à travailler avec plusieurs lettres Y. Il faut prévoir une lettre Y pour chaque loi, une lettre Y pour chaque population. Donc on va en fait se retrouver avec une lettre Y indice 1 pour désigner l'hydrophilie dans la population numéro 1, une lettre Y indice 2 pour la population numéro 2, et ainsi de suite. Donc on va avoir une famille de variables aléatoires Y indice I. Hein, donc l'indice I, il désigne le numéro de la population, il reflète la valeur prise par le facteur X. Hein. Donc au lieu d'avoir une lettre Y, on va avoir, au lieu d'avoir une variable aléatoire, on a une famille de grand I variables aléatoires. Donc dans l'exemple des éponges, on se retrouverait avec une famille de 4 variables aléatoires. Et même, c'est pas suffisant, parce que comme ça, vous arrivez à refléter l'influence du facteur X, mais vous savez très bien que sur le caractère Y, s'exercent en réalité 2 influences. Donc l'influence factorielle, d'accord, pour le facteur X, mais aussi l'influence résiduelle. Hein, c'est un groupe, une sorte de fourre-tout qui rassemble tous les autres facteurs qui n'ont pas été explicités dans l'énoncé. Donc je sais pas, on avait pensé par exemple à la température de stockage ou bien la pression, enfin on peut imaginer plein d'autres facteurs. Il n'y a pas que la durée de stockage qui influence l'hydrophilie. Donc tous ces autres facteurs, on les rassemble au sein d'une influence résiduelle, et là, elle n'est pas du tout prise en compte. Hein. Donc il va falloir encore améliorer cette notation. Donc on garde l'idée de remplacer un caractère, de remplacer une lettre par une famille de variables aléatoires. Lorsqu'on travaillait sur les échantillons au précédent cours, on se souvient que les valeurs observées étaient notées à l'aide de lettres petit y minuscules avec un système de double indice. Le premier indice I, il permettait d'indiquer la population d'où provenait l'individu sur lequel on venait d'effectuer une mesure du caractère Y. Et le deuxième indice J, il permettait de numéroter cet individu à l'intérieur de son échantillon. Donc le premier indice I, il permettait de retrouver la valeur du facteur X pour cet individu. Donc si on veut, l'indice I, il enregistre l'influence factorielle. Et on va voir que le deuxième indice J, il peut permettre de créer un lien avec l'influence résiduelle. Donc on nous avait I fixé et que l'indice J balaye les différentes valeurs 1, 2, 3 jusqu'à grand J. Donc vous êtes en train de vous déplacer à l'intérieur de l'échantillon numéro I.
et on avait vu que tous les individus à l'intérieur de cet échantillon, ils partagent tous pardon, ils partagent tous la même valeur du facteur X. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des différences entre ces individus, eh ben, ça ne peut pas être dû à l'influence du facteur X. C'est forcément dû aux influences résiduelles. Donc l'importance de ces influences résiduelles, on les mesurait justement à l'aide de la variance de l'échantillon numéro I. Hein, cette variance, elle mesurait, c'était une dispersion moyenne de cet échantillon numéro I. Hein, donc en moyenne, on avait une somme ici sur l'indice J, et à l'intérieur du carré, justement pour mesurer la dispersion, dans l'échantillon numéro I, on avait ici noté la distance, exprimée ici, entre Y et J, donc la valeur du caractère Y pour un individu dans cet échantillon. Donc on mesurait sa distance par rapport à Y bar, la moyenne de l'échantillon. Donc c'est ça, cette distance qui traduisait l'idée de dispersion. Et donc la variance, c'était la dispersion moyenne. Et donc à partir de maintenant, cette distance, on va la noter E chapeau indice IJ. Donc on arrivera très bien à calculer tous ces E chapeau IJ. Hein. Vous connaissez les YIJ qui sont donnés dans l'énoncé. Voilà les valeurs observées notées ici en bleu, et puis en vert, des valeurs qu'on avait su calculer, les moyennes d'échantillons, on les connaît aussi numériquement. Donc on a accès à ces valeurs numériques pour les nombres E chapeau IJ. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'appellent résidus? Eh bien c'est parce qu'ils interviennent dans la définition de la variation résiduelle. Alors la variation résiduelle, c'est une somme de carrés, SC, somme de carrés, donc la somme on la voit, on a un double symbole sigma parce qu'il faut faire une somme sur les indices I, une somme sur les indices J. Là-haut précédemment, dans la formule de variance, on avait seulement une somme sur l'indice J. Et à l'intérieur, hein, qu'est-ce que vous avez? Somme de carrés, à l'intérieur des carrés, qu'est-ce qu'on met? Donc souvenez-vous, la semaine dernière, la variance résiduelle, on l'obtenait après addition des variances d'échantillons. Donc dans la définition de la variation résiduelle, si vous injectez la formule de variance, vous allez vous retrouver avec une double somme, et à l'intérieur des carrés, vous allez avoir justement ces fameux nombres E chapeau IJ. Voilà, donc on comprend maintenant pourquoi on les appelle résidus. Ils interviennent dans la définition de variation résiduelle. On va conserver cette idée que le système de double indice il permet d'accéder d'une part à l'influence factorielle à l'aide de l'indice I, et aussi à l'influence résiduelle à l'aide du deuxième indice J. Et on va exporter cette idée dans le contexte des variables aléatoires pour créer une notation qui permette d'exprimer rigoureusement le fait que le caractère Y puisse éventuellement suivre des lois différentes selon les influences qui s'exercent sur lui. Alors cette notation rigoureuse va consister à remplacer une lettre Y par plusieurs lettres Y avec différents indices I et J. Donc on a ici une famille de variables aléatoires. Dans le cas des éponges, on a ici une famille de 12 variables aléatoires. Dans le cas général, on aura ici une famille de n variables aléatoires, avec n le produit de ces deux paramètres grand I et grand J. Alors ces variables aléatoires y et j, on les appelle les copies du caractère y. Bon, elles continuent à représenter une hydrophilie, simplement elles ne suivent pas toutes la même loi. On a l'impression qu'on a rendu les notations plus complexes, mais en fait on a gagné en rigueur, parce que maintenant on n'est plus en train de désigner avec une seule et même lettre plusieurs lois différentes. Et cette idée de famille de variables aléatoires, cette idée de copie du caractère y, elle va aussi permettre de se libérer des restrictions dues au fait qu'on travaille sur un échantillon sur lequel on est tombé purement par hasard. On aurait très bien pu avoir un autre échantillon. Alors du coup, les valeurs expérimentales, au départ, les Y et J, elles seraient différentes, et tous les calculs qu'on a fait au précédent cours, ils afficheraient tous des résultats différents, alors qu'on est en train toujours de parler, on est toujours en train d'étudier le même phénomène. Bon, pareil, si vous comparez les travaux de deux expérimentateurs dans deux labos différents, ils étudient le même phénomène, mais leurs résultats numériques seront différents, puisqu'ils travaillent sur des individus différents. Donc on a vraiment la nécessité d'un objet commun à ces deux expérimentateurs, un objet unique qui permette de traduire le fait qu'ils travaillent tous les deux sur le même phénomène, indépendamment du fait qu'ils ont des résultats différents sur le plan numérique.
Et cet objet unique commun aux 2 expérimentateurs, ça va être justement ce paquet de 12 variables aléatoires parce qu'elles, elles ne dépendent pas de l'échantillon. Donc vous prenez ce paquet de 12 variables aléatoires, vous allez chez le premier expérimentateur, vous posez ce paquet de 12 variables aléatoires sur son échantillon et les 12 variables aléatoires vous affichent 12 valeurs numériques, là les valeurs observées, mettons celles qu'on avait dans le polycope au précédent cours. Le même paquet de 12 variables aléatoires, vous le transportez chez l'autre expérimentateur, vous posez ce paquet de variables aléatoires sur son expérience à lui, avec ses individus différents. Donc d'accord, le paquet de variables aléatoires vous affiche 12 valeurs observées différentes. Hein, les y et j seront différents. Mais n'empêche que le paquet de variables aléatoires, c'est le même pour tous les expérimentateurs. Hein. C'est vraiment un objet universel, valable à l'échelle de la population totale et qui reflète vraiment l'ensemble de la réalité. Hein. Parce que le problème, quand on travaille sur notre échantillon, ben, on a juste quelques informations locales, ponctuelles. On a vraiment des œillères qui nous empêchent d'avoir une vue d'ensemble. Tandis qu'en travaillant là avec ce paquet de 12 variables aléatoires, c'est lui qui nous permet de quitter le stade de l'échantillon pour passer à l'échelle de la population totale, avec l'ensemble de toute l'information disponible. Alors les résidus, les E chapeau IJ, eh ben, eux aussi, on pourrait les voir comme des valeurs observées, des valeurs particulières pour une famille de 12 variables aléatoires, donc des variables que j'ai notées epsilon chapeau IJ. Bon, je ne vais pas donner aujourd'hui la définition exacte de ces variables epsilon chapeau, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de mémoriser, c'est que ces variables epsilon chapeau, leurs valeurs observées sur notre échantillon, leurs valeurs particulières, ça sera justement les résidus EIJ chapeau qu'on sait calculer, on connaît leurs valeurs numériques. Alors, l'intérêt, c'est bah, justement de contourner le problème qu'on avait souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de paramètres inconnus. Donc on a les mu-i inconnus, hein, les moyennes théoriques, c'est-à-dire l'espérance des variables aléatoires y, ij, et puis aussi les variances sigma carré, hein, les variances des variables aléatoires y, ij. Donc dans le cas des éponges, on avait vu que ça fait 8 paramètres inconnus. Donc l'intérêt de travailler avec ces variables epsilon chapeau, c'est essayer de dissimuler au moins la moitié de ces paramètres, c'est-à-dire on va pouvoir se débrouiller pour pour faire disparaître les mu-i. Hein, donc une première idée pour se ramener à des variables d'espérance nulle, ça serait de considérer des variables epsilon ij que j'ai notées ici, hein, sans chapeau. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de construire une soustraction yij moins mu-i. Parce que comme ça, après en prenant l'espérance de la variable epsilon, c'est l'espérance de la variable y moins mu-i. Puis comme l'espérance de y c'est mu-i, ben, mu-i moins mu-i, ça vous fait 0. Hein. Donc dans un premier temps, la première idée la plus simple qui vienne à l'esprit naturellement, c'est de travailler avec les variables epsilon ij. Donc elles sont d'espérance nulle, hein, ça déjà c'est un progrès, on voit plus les mu-i, et la variance est conservée. Donc comme paramètre inconnu, il vous reste juste les sigma i carré. Donc dans le cas des éponges, on est passé de 8 paramètres inconnus à seulement 4 paramètres inconnus, ben, c'est déjà un progrès intéressant. Simplement l'inconvénient avec ces variables epsilon et j, c'est qu'on n'a pas accès à leurs valeurs expérimentales, leurs valeurs observées. Hein, la valeur observée pour la variable epsilon ij, c'est la valeur observée pour la variable y, c'est-à-dire le petit yij que vous connaissez, d'accord? Mais après, il faut retrancher mu i. Il faut faire une soustraction moins mu i, avec mu i un nombre inconnu. Donc les valeurs observées pour la variable epsilon ij, je n'aurai jamais accès à ces valeurs observées, on n'a pas de valeur numérique, donc on ne peut pas travailler là-dessus. Donc partant de cette idée, on modifie légèrement la formule pour arriver à définir des variables epsilon chapeau ij. Bon, je vous donnerai plus tard leur formule exacte. Parce que là, au moins, donc les valeurs observées, des valeurs particulières affichées sur nos échantillons, ça c'est bon, on a des valeurs numériques. Et on conserve l'avantage que l'espérance soit nulle.
Donc tous les paramètres MUI ont disparu et la variance est conservée. Bon, il y a un petit terme correctif là devant qui vient s'ajouter, mais la valeur de J, on la connaît très bien, c'est pas un problème, hein. Voilà, donc je reconnais que ces notations sont un petit peu techniques, un petit peu abstraites, hein, mais le plus tôt vous y habituez, le mieux ça vaudra, hein. Donc, j'ai ouvert une parenthèse aujourd'hui pour introduire ces notations. On va pas s'en servir dans le cours d'aujourd'hui, mais ça servira dans le cours suivant. Donc, je voulais que vous ayez le temps de vous acclimater à ces notations, un petit peu les méditer, et bien comprendre ce qu'elles représentent pour qu'on puisse les utiliser au prochain cours, hein. Donc vous pouvez pas faire l'impasse là-dessus parce que encore plus en master l'an prochain, vous serez sans arrêt en train de de rédiger, avec ces notations-là, hein. En master, vous allez beaucoup travailler sur la notion de modèle statistique, hein. Un modèle statistique, c'est quoi? C'est un système d'équations qui permet de décrire le phénomène que vous étudiez et donc ce système d'équations, ce modèle statistique, il sera, rédigé justement en termes de variables aléatoires y, i, j, hein. Vous aurez une équation dans votre système, une équation pour chaque, individu, une équation pour chaque, y, i, j. Donc là, ici, dans l'exemple des éponges, on aurait un système de, 12 équations. Voilà l'allure qu'aurait notre modèle statistique, hein. Voilà, donc je vous laisse vous acclimater à ces variables y, i, j, les copies du caractère y, hein, et on les retrouvera, au prochain, cours. Une dernière mise au point en vue du prochain cours, c'est le plan d'étude, les différentes étapes qu'on devrait suivre chronologiquement avant de se lancer dans un test ANOVA. Parce que la semaine dernière, pour l'exemple des 4 populations d'éponges, on a traité directement le test ANOVA, sans, savoir, qu'au préalable, il aurait fallu vérifier un certain nombre de conditions préliminaires. C'est-à-dire que pour avoir droit au test ANOVA, il faut pouvoir accepter l'hypothèse H0 pour chacun des 3 tests, test de Levene, test de normalité, test de Bartlett. Donc j'ai négligé ce passage la semaine dernière parce que pour un premier cours sur le chapitre 2, je voulais, commencer par un test simple, hein. Le test ANOVA n'était pas si, compliqué, puis c'était assez concret. Ça permettait d'avoir tout de suite une réponse à notre question: «Est-ce que les populations se ressemblent? Est-ce que le facteur X, exerce une influence?» Mais, normalement, pour tous les exercices que vous allez traiter sur la feuille de TD numéro 2, hein, il faudrait respecter scrupuleusement cette, chronologie. Donc le calcul des résidus en première étape, ça c'est bon, maintenant vous avez la formule, vous connaissez. Le test de Levene, son hypothèse H0, c'est l'égalité des variances théoriques entre les différentes populations. Donc ça c'est intéressant, hein, puisque tous ces paramètres sont inconnus. Si au moins ils sont tous égaux, ça vous fait un seul paramètre inconnu. Admettons dans le cas des éponges, on a 4 variances inconnues. Si on peut valider l'hypothèse H0 du test de Levene, on aura juste un paramètre inconnu, on le notera sigma carré, on n'aura plus besoin de spécifier les indices. Ensuite, on pratiquera le test de normalité, donc ça on apprendra à le faire, au prochain cours. Donc ce test permet de s'assurer que l'hydrophilie, ça suit une loi normale dans toutes les populations. Donc une loi normale, il y a 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est, l'espérance de la loi. Donc, dans la population numéro I, la loi LI, on a vu que son espérance c'est mu I. Et puis la variance, le deuxième paramètre, ça devrait être sigma I carré, mais grâce au test de Levene à l'étape précédente, ici on a un deuxième paramètre qui ne dépend plus de la population, qui ne dépend plus de l'indice I. On a vraiment besoin de ça pour pouvoir démarrer le test de normalité. Donc je ne peux pas supprimer le test de Levene, cette étape sur l'égalité des variances théoriques, je ne peux pas la supprimer, sinon je ne peux pas démarrer le test de normalité, hein. Ce qu'il faut bien voir sur ces 3 tests qui se succèdent, dès qu'il y en a un où vous devez rejeter l'hypothèse H0, et bien ça bloque toute la suite. Vous n'avez pas droit aux étapes suivantes dans la chronologie. Alors si vous arrivez à valider l'hypothèse A0 du test de normalité, ensuite on pratique un test de Bartlett, c'est aussi un test d'égalité sur les variances théoriques, donc ça a l'air un peu redondant par rapport à l'étape numéro 2 du test de Levene, mais quand même c'est intéressant de faire le test de Bartlett parce qu'il est plus fort que le test de Levene, donc ça vient bien confirmer l'égalité des variances entre toutes les populations. Alors on pourrait se dire, si le test de Levene il n'est pas très fort, ici à l'étape numéro 2, on n'a qu'à remplacer par le test de Bartlett. Ben non, c'est pas possible, parce que le test de Bartlett, pour démarrer,
il a déjà besoin de savoir que le caractère suit une loi normale dans toutes les populations. Donc le test de Bartlett, je ne peux pas le faire, le pratiquer avant d'avoir validé l'hypothèse A0 du test de normalité. Donc je ne peux pas le mettre avant. Et le test de Leven, on ne peut pas le supprimer, sinon on ne peut pas démarrer le test de normalité. Voilà, donc même si ça a l'air un petit peu redondant, avec cette répétition au niveau du test d'égalité des variances théoriques, on ne peut pas s'organiser autrement. Donc là aussi, je vous expose cette question un petit peu à l'avance pour que vous ayez le temps d'y réfléchir avant qu'on traite tout ça en détail au prochain cours. Alors ensuite, si vraiment vous avez pu accepter l'hypothèse A0 au niveau de Leven, de normalité et de Bartlett, alors là, effectivement, on aura droit au test ANOVA. Alors, au niveau du test ANOVA, là, on peut, selon les cas, valider H0 ou rejeter H0, hein. Le test ANOVA, c'est un test d'égalité sur les moyennes théoriques cette fois-ci. Donc bien sûr, si vous pouvez valider H0, alors ça impliquera que le caractère Y suit la même loi dans toutes les populations. Et donc, il n'y a pas de différence entre ces populations, il n'y a pas de, le facteur X n'exerce pas d'influence. Mais vous pouvez aussi, et c'était le cas qu'on avait rencontré dans l'exemple des éponges, au niveau du test ANOVA, là on peut être amené à rejeter l'hypothèse H0. Hein. Ce qu'il ne faut pas, c'est une hypothèse H0 rejetée au niveau du test de Bartlett, du test de normalité ou du test de Leven. Alors là, ça bloque tout, et on n'a pas droit au test ANOVA, on ne peut rien faire. Hein. Mais au niveau du test ANOVA, vous l'avez vu dans l'exemple des éponges, on a été amené à rejeter l'hypothèse H0. C'est-à-dire que ANOVA nous signalait qu'on ne peut pas considérer toutes les 4 populations identiques, mais à part ça, il ne rentrait pas dans les détails. Elle n'était pas en mesure de nous dire quelle population sort du lot, si par hasard il y a deux autres populations qui se ressemblent quand même. Ça, ANOVA, il n'est pas en mesure de le dire. Hein. ANOVA, c'est juste un résultat global, ou bien il nous assure que toutes les populations se ressemblent, ou bien il nous assure qu'il y a quelque part une population qui sort du lot, et pour savoir exactement laquelle, il faut compléter avec des tests de Tukey, et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Voilà, donc on va regarder en détail ce qui se passe en faisant des comparaisons 2 à 2. Donc quand vous avez I populations, pour choisir 2 populations à étudier d'un peu plus près, ça vous fait combien de choix possibles? Eh bien, ça vous pouvez l'exprimer avec le coefficient binomial, dans un ensemble à I éléments. Comment choisir 2 éléments? Hein, ce coefficient binomial, si vous prenez sa définition avec les factoriels, que vous simplifiez un petit peu, vous tombez comme ça sur la formule I-1 divisé par 2. Donc nous, dans le cas des éponges, comme on compare 4 populations, ça va nous faire 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2 multiplié par 3, on aura en tout 6 comparaisons 2 à 2 à faire, c'est-à-dire 6 tests de Tukey. Hein. Ça va être un petit peu répétitif, mais au moins on fait le tour de la question et on saura exactement ce qui se passe dans les moindres détails. Alors le point de départ de la procédure de Tukey, avant de démarrer les 6 tests de Tukey séparément, il faut tout d'abord classer par ordre croissant les moyennes d'échantillons. Alors ça, c'est pas compliqué, parce que les moyennes d'échantillons, ben, on les a calculées au précédent cours. Hein. Dans votre polycope, c'est voilà, quelque part par là, au début du chapitre 2. Hein. Donc vous vous basez sur ces valeurs numériques pour les classer par ordre croissant. Vous voyez que la plus petite, c'est le 28, là, la moyenne de l'échantillon 3. Après, vous avez le 31, la moyenne de l'échantillon 4, le 38, moyenne de l'échantillon 2, et finalement la plus grande, c'est la moyenne de l'échantillon 1. Donc ça, c'est pas spécialement compliqué, on classe par ordre croissant nos moyennes d'échantillons. Voilà, donc sur un autre exercice, effectivement, que le classement des indices serait opéré dans un ordre différent. Alors, il y a une notation assez fréquente en statistique, donc je vous la signale, il faut être au courant de son existence. Très souvent, quand vous avez eu comme ça un classement par ordre croissant, eh bien, il y a certains auteurs en statistique qui font une renumérotation. Hein, parce que là, vous voyez que les indices, ils sont dans le désordre. Donc il y a des gens qui aiment mieux que les indices soient dans l'ordre, alors ils font une renumérotation, donc vous avez des nouveaux indices entre parenthèses. Hein. Donc chaque fois qu'en statistique vous avez des indices entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a eu une renumérotation après un reclassement par ordre croissant. Bon, moi j'aime pas tellement cette notation parce que ça induit en erreur. Je sais pas, mettons ici, vous voyez un Y bar indice 1
entre parenthèses. Moi, je voudrais pas que les gens ici s'imaginent qu'il s'agit du premier échantillon. En fait, il s'agit du 3e échantillon. Donc ça affiche un petit peu la pagaille, ça crée des risques d'erreur. Moi, j'aime pas trop, mais bon, cette notation existe dans la littérature en statistique, donc il fallait bien que je vous en parle pour que vous soyez au courant. Mais nous, on pourra faire tous nos tests de Tukey sans passer par cette notation. C'est la notation qu'ils utilisent dans le Polycope, mais on peut très bien contourner ce problème, comme ça reste plus concret. Quand on voit un indice, ben, on sait exactement à quelle population ça correspond. Donc jusque-là, c'est pas spécialement compliqué, on a tous les renseignements numériques pour faire notre travail. Alors ensuite, ce qui est un petit peu surprenant, c'est l'étape suivante. Donc là, c'est arbitraire parce qu'ils décrètent le même classement sur les moyennes théoriques, sur les moyennes de population. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent du classement là, sur les moyennes d'échantillons, donc lui était parfaitement rigoureux. Ils déduisent le même classement au niveau des moyennes théoriques, les moyennes de population. Voilà, ils considèrent que c'est la population numéro 3 qui a la plus petite moyenne théorique. Et puis ensuite, la moyenne de la population numéro 4. Et puis la moyenne de la population numéro 2. Hein, donc pour les indices, on se laisse guider sur le classement qui est en haut de l'écran, le classement au niveau des moyennes d'échantillons, qui lui était parfaitement rigoureux. Par contre, le classement que je suis en train d'écrire là avec les moyennes théoriques, les moyennes de population, bah ça c'est totalement arbitraire. Hein, parce que ces moyennes de population, je vous rappelle que c'est des nombres inconnus. Donc deux nombres inconnus, si on est parfaitement rigoureux, si on est honnête, on ne peut pas dire tel nombre est plus petit que tel autre puisqu'on ne connaît pas leur valeur. Et puis au niveau des moyennes d'échantillons, mettons si vous avez 2 échantillons avec le 2e échantillon qui a une moyenne plus petite que le premier échantillon, eh bien, ça n'implique pas forcément que les populations dont sont issus ces échantillons aient leur moyenne classée dans le même ordre. On pourrait très bien ici avoir mu1 plus petit que mu2. Donc c'est parfaitement arbitraire dans la méthode de Tukey, ce classement des moyennes théoriques. Donc c'est un reproche qu'on peut faire au test de Tukey. Donc après on verra un autre test, le test de Dunet, où il n'y a pas cet aspect arbitraire. Voilà, donc on s'inspire du classement sur les moyennes d'échantillons et on décrète qu'il y a le même classement au niveau des populations. Alors, le test de Tukey, après, à aucun moment, il ne remettra en question ce classement. Tout ce qu'il va faire, c'est considérer ces inégalités, donc notées pour l'instant comme des inégalités larges, et Tukey il va regarder si on peut considérer que c'est une inégalité stricte. Hein, mettons, si on arrive à affirmer que mu3 est strictement plus petit que mu4, donc ça voudra dire qu'il y a une différence significative entre les deux populations 3 et 4, ou bien, donc Tukey essayera de voir si on peut considérer qu'il y a égalité. Voilà, on peut considérer que les populations 3 et 4 se ressemblent. C'est tout ce qui va faire le test de Tukey au niveau de chaque symbole d'inégalité. Regardez, est-ce qu'on a égalité ou bien est-ce que c'est une inégalité stricte? Mais le classement, l'ordre dans lequel sont pris ces deux moyennes théoriques, ça, il n'est jamais remis en question, même si au démarrage, il est basé sur une idée totalement arbitraire. Voilà, donc on va faire tous ces tests de Tukey. Donc il y aura un test de Tukey pour chaque symbole d'inégalité. Alors malgré les apparences, hein, il n'y a pas que 3 symboles d'inégalité, il n'y a pas que ceux que vous voyez dans cette chaîne de dans cette chaîne d'inégalité. Hein. Bon, on va faire, mettons, la comparaison entre mu3 et mu4. Et puis la comparaison entre mu4 et mu2, donc là, ces deux symboles d'inégalité, effectivement, vous les voyez à l'écran. Mais il y a une autre inégalité que vous ne voyez pas explicitement, c'est la comparaison entre mu3 et mu2. Il faut la faire séparément, il ne faut pas s'imaginer que parce que vous avez des renseignements sur la comparaison mu3, mu4, et puis des renseignements sur la comparaison mu4, mu2, c'est pas pour ça qu'il faut imaginer que ça vous donne des informations pour la comparaison entre mu3 et mu2. Vous ne pouvez pas économiser à ce niveau-là, la comparaison mu3 et mu2, il faudra la faire séparément. Donc il y a en tout 6 comparaisons 2 à 2. Donc vous pouvez voir dans votre Polycope toutes les comparaisons 2 à 2 qu'il faudra effectuer. Il y en a bien 6 en tout, donc les éponges stockées 3 mois avec les éponges stockées 12 mois. Voilà, là toutes les 4 populations sont bien combinées 2 à 2. On a envisagé toutes les comparaisons 2 à 2 possibles. Donc maintenant, on va pouvoir se lancer dans les comparaisons 2 à 2 à proprement parler. Donc on est parti pour 6 tests de Tukey.
Voilà, donc pour une comparaison 2 à 2 donnée, vous avez choisi 2 populations et vous voulez voir si elles se ressemblent. Donc votre hypothèse H0, ça sera l'égalité entre les moyennes théoriques de ces 2 populations que vous avez sélectionnées. Bon là, ici à l'écran, puis dans le polycope de cours, l'énoncé de Tuquet est rédigé avec les nouvelles numérotations, la renumérotation avec les nouveaux indices entre parenthèses. Si maintenant vous avez envie de pratiquer vos tests de Tuquet avec les anciennes notations, les indices qu'on avait à l'origine au précédent cours, il n'y a pas de problème, on peut le faire aussi, hein. Voilà, il suffit de sélectionner deux populations, peu importe la façon dont vous avez numéroté ces populations, et dans votre hypothèse A0, vous supposez que ces deux populations se ressemblent. Ensuite, on se fixe un seuil alpha, donc 5%. Et puis la statistique, ben, ça sera une variable aléatoire grand T qui ne prend que des valeurs positives. Pourquoi ça? Parce que regardez comment elle est définie, cette variable aléatoire grand T. Pour calculer sa valeur, il faudra au numérateur effectuer la différence entre les moyennes des deux échantillons que vous êtes en train de comparer. Voilà, et vous vous organisez toujours pour mettre en première position l'échantillon qui a la plus grande moyenne. Donc comme ça, la différence, forcément, elle va être positive. Donc dans tous les cas, votre statistique ne doit prendre que des valeurs positives. Donc quand on veut dessiner le schéma de discussion, hein, on doit commencer dans un premier temps par représenter l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour t. Donc c'est juste l'intervalle de 0 à plus l'infini. Il n'y a pas de valeur négative possible. Alors sur ce schéma, la zone d'acceptation, ça sera les petites valeurs de t proches de 0. Parce que ça, regardez justement sur la définition, la formule qu'on avait précédemment pour cette statistique grand T, quand T est petit, proche de 0, ça veut dire que le numérateur est petit, proche de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'écart entre les 2 moyennes d'échantillons. Les 2 échantillons se ressemblent. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec l'idée qu'on se fait de l'hypothèse H0 de 2 populations qui se ressemblent. Voilà, donc ça permet de comprendre pourquoi les petites valeurs de t proches de 0, ça correspond à la zone d'acceptation. Par contre, si t est très grand, du côté de plus l'infini, ça veut dire que vous avez là aussi au numérateur un nombre très grand, un gros écart entre les deux moyennes d'échantillons. Les deux échantillons ne se ressemblent pas du tout, donc ça contredit l'hypothèse H0 de deux populations identiques. Donc là, on comprend très bien maintenant le schéma de discussion, hein, la zone d'acceptation ici du côté de 0 et la zone de rejet du côté de plus l'infini. Et vous constatez sur cet écran que j'en profite pour vous montrer comment rédiger votre test de Tuquet si vous ne voulez pas vous embêter avec les notations du polycope, là, leur renumérotation, puis les nouvelles notations avec les indices entre parenthèses, hein. Vous pouvez très bien travailler avec les anciens indices qu'on a l'habitude de manipuler depuis le précédent cours. Donc là, les indices, ça représente bien le numéro de la population tel qu'on les avait étiquetés au départ au premier cours, hein. Voilà. Donc vous choisissez deux populations. De toute façon, il faudra toutes les comparer 2 à 2. Donc vous choisissez deux populations et donc vous les prenez dans la chaîne d'inégalité qui avait été fixée arbitrairement tout à l'heure, hein. C'est ça la base du raisonnement de Tuquet. Voilà, donc deux populations avec les moyennes théoriques classées arbitrairement, mu indice i plus petit que mu indice j. Bon, ce n'est pas complètement arbitraire, puisqu'on s'appuie à l'arrière sur un autre classement qui lui est parfaitement rigoureux. Au niveau des échantillons, c'est totalement exact de dire que l'échantillon numéro I a sa moyenne plus petite que l'échantillon numéro J, hein. Simplement, on a transporté ce classement sur les moyennes de population. C'est juste ce passage du raisonnement qui est arbitraire. Donc simplement, avec ces notations-là, ça ne signifie pas que I soit plus petit que J, hein. Vous avez par exemple un classement mu4 plus petit que mu2, vous avez i égale 4, il n'est pas plus petit que j égale à 2, hein. D'accord? Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est le classement au niveau des moyennes. Moyenne de population, moyenne d'échantillon. Bon, l'hypothèse H0, donc c'est toujours la ressemblance entre les deux populations, l'égalité de leur moyenne théorique. Donc si vous acceptez H0, vous voyez tout de suite comment formuler votre conclusion. Mais attention, si vous rejetez H0, il suffit pas de dire mu i différent de mu j, parce que dans tous les cas, vous gardez le classement qui a été fixé arbitrairement au départ, hein. Ce classement, le sens de cette inégalité ne sera jamais remis en cause par Tuquet, par le test de Tuquet. Mu i restera toujours plus petit que mu j.
hein. Tout ce qui change avec Tukey, c'est ce classement, est-ce que c'est plus petit strictement ou plus petit au sens large? Donc quand vous rejetez H0, mu i égale à mu j devient exclu. Donc ici, il vous reste juste mu i plus petit strictement que mu j, mais le classement est conservé. Simplement, il est affiné, c'est un classement strict au lieu d'être un classement large. Donc ça vous explique la formulation de votre conclusion. En cas d'hypothèse H0 rejetée, hein, il ne faut pas dire mu i différent de mu j, il faut dire mu i plus petit que mu j en vous basant sur le classement qui avait été fait au préalable, hein. Donc c'est la première fois où on rencontre un test où l'hypothèse alternative, la conclusion quand on rejette H0, c'est pas juste le contraire de la phrase H0, hein. Il faut aussi prendre en compte, garder en mémoire une autre condition qui avait été imposée au préalable et qui, elle, n'est pas modifiée par le test, hein. Voilà. Donc là, maintenant, pour compléter totalement notre schéma de discussion, il faut qu'on connaisse la valeur critique, ici, hein, la valeur frontière entre la zone d'acceptation et la zone de rejet. Donc pour ça, il nous faut un peu plus de renseignements sur la statistique grand T. Il faut qu'on connaisse sa loi. On vous indique dans le cours que la statistique grand T suit une loi qui s'appelle la loi étendue studentisée, qui dépend de deux paramètres. Il y a déjà le paramètre I, le nombre de populations qu'on est en train de comparer, donc ça c'est I égale 4, et puis un degré de liberté que vous reconnaissez, hein, c'est le degré de liberté qu'on avait pour le test ANOVA, degré de liberté au dénominateur, N moins I, donc chez nous N c'est 12, moins I 4, ça va vous faire 8. Voilà. Hein, pour le test ANOVA, pour la loi de Fischer, on avait déjà ce paramètre et on va le retrouver pour la loi étendue studentisée qui est fournie dans votre polycope. C'est la table 9. Donc avec cette table, vous pouvez pratiquer des tests de Tukey au seuil 5%. Si on voulait vous faire pratiquer un test de Tukey pour un autre seuil, il faudrait qu'on vous apporte une autre table. Alors le premier paramètre à prendre en compte, là sur la première ligne du tableau, hein, c'est le paramètre I, le nombre de groupes, nombre de populations que vous êtes en train de comparer. Donc nous, dans l'exemple des éponges, c'est grand I égale 4. Et ensuite le degré de liberté, en fait degré de liberté au dénominateur, on vient de voir que c'est 8. Voilà, et vous allez trouver votre valeur critique à l'intersection entre la colonne de 4 et la ligne de 8. Voilà, donc comme ça, vous avez une valeur critique égale à 4,5288. Et vous reportez ça sur votre schéma de discussion. Maintenant, il est entièrement connu, hein, donc une valeur critique de l'ordre de 4,5 et des poussières. Voilà, et ce schéma de discussion, bah, vous l'avez fait une fois pour toutes. Maintenant, il est valable pour les 6 tests de Tukey. Vous n'aurez pas besoin de répéter 6 fois ces manips. Et maintenant, donc il s'agit pour chacun des 6 tests de Tukey pris séparément, il s'agit d'évaluer la valeur observée pour la statistique grand T, hein, la valeur que vous observez dans le test de Tukey que vous considérez, pour voir si cette valeur observée se situe dans la zone de rejet ou la zone d'acceptation. Voilà, donc à partir de maintenant, là, effectivement, notre raisonnement se divise en 6 branches, une pour chaque test de Tukey. Tout ce qu'on avait dit jusqu'ici, c'était vraiment très général et valable pour tous les tests de Tukey. Alors, comment calculer ces valeurs observées? Donc la formule est donnée ici. Alors déjà, vous constatez que le dénominateur, en fait, il ne dépend pas des indices de population. Donc il sera le même pour chacun des 6 tests de Tukey, hein. Quelles que soient les 2 populations que vous choisissez de comparer, hein, vous voyez bien que le dénominateur, il ne dépend pas des indices, des numéros de population. Il dépend de la variance résiduelle, donc celle-là, il faudra aller la rechercher, on l'avait calculée au précédent cours pour le test ANOVA. Vous l'avez dans le tableau d'analyse de variance, allez rechercher cette variance résiduelle. Ensuite, vous divisez par J, donc J c'est la taille des échantillons, pour nous J égale 3, et ensuite encore prendre la racine carrée, hein. Voilà le dénominateur pour la statistique de Tukey, et donc tout est corrigé dans votre polycope. Voilà, hein, pour toutes les 6 comparaisons, tous les 6 tests de Tukey, le dénominateur est toujours le même dans tous les cas. Voilà, donc contrôlez que vous trouvez bien cette valeur. Alors ensuite, pour le numérateur, là, effectivement, ça va varier selon les 2 populations que vous avez choisi de comparer.
Donc ici au numérateur, vous faites la différence entre les moyennes des deux échantillons qui représentent ces deux populations et vous avez toujours une valeur positive parce que quel que soit votre choix de numérotation, soit vous prenez les numérotations classiques ou bien les nouvelles numérotations là avec les indices classés, les indices entre parenthèses, hein, au choix comme vous voulez. Enfin vous vous débrouillez toujours pour mettre en première position l'échantillon qui a la plus grande moyenne. Voilà, donc comme ça, la différence des deux moyennes, elle sera toujours positive. Alors ça aussi, c'est corrigé dans votre polycope. Voilà, ici, hein, pour chacune des 6 comparaisons, vous pouvez contrôler si vous obtenez bien le même numérateur pour votre statistique de Tukey. Et finalement, pour avoir le petit t, la valeur observée de la statistique de Tukey, ben dans chaque cas, sur chaque ligne, pour chaque comparaison 2 à 2, hein, pour chaque test de Tukey, vous obtenez le petit t ici dans cette colonne en faisant la division entre le numérateur, la différence des deux moyennes d'échantillon, vous le divisez par le dénominateur, et voilà les valeurs que vous obtenez pour chacun des 6 tests de Tukey. Voilà, donc à chaque fois, il faut placer le petit t sur le schéma de discussion pour voir si vous tombez en zone d'acceptation ou en zone de rejet. Donc vous aviez identifié une valeur critique de l'ordre de 4,5. Donc vous vous rendez compte qu'il y a certains tests de Tukey où on a une valeur observée petit t qui est de l'ordre de 8, 6 ou 4,6. Enfin en tout cas, à chaque fois on trouve un petit t supérieur à la valeur critique, donc on est en zone de rejet. Donc notre conclusion, c'est une inégalité stricte. Donc il y a juste pour la comparaison entre les éponges stockées 3 mois et les éponges stockées 6 mois. Là effectivement, vous avez une valeur observée du petit t qui est inférieure à C, hein, donc vous êtes en zone d'acceptation. Donc là on considère que les deux populations se ressemblent. Et pareil pour la comparaison entre les éponges stockées 12 mois et les éponges stockées 24 mois. Là aussi le petit t tombe dans la zone d'acceptation. Mais sinon, pour toutes les autres comparaisons, on trouve une différence significative entre les deux populations. Voilà, donc je vous laisse contrôler tous ces calculs et puis ensuite, comme on a beaucoup de comparaisons, on voudrait un petit peu synthétiser, essayer d'avoir une vision plus claire et on résume notre situation à l'aide de ce qu'on appelle un tableau de synthèse, c'est-à-dire on essaye de regrouper les populations qui se ressemblent. Donc on a vu que les éponges stockées 3 mois et les éponges stockées 6 mois, il n'y a pas de différence. Alors on les mélange et on leur donne toutes l'étiquette A. Pareil, les éponges stockées 12 mois et 24 mois, elles se ressemblent, alors on les regroupe et on leur donne l'étiquette B. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 étiquettes pour désigner nos populations, finalement on n'en a que 2, A et B. Ça permet une économie. Hein, mais bon, on peut pas, le groupe A, on peut pas l'agrandir hein, parce que mettons la comparaison entre les éponges stockées 6 mois et les éponges stockées 24 mois, là vous aviez trouvé une différence significative. Hein, donc le groupe A, vous pouvez pas rajouter dedans les éponges stockées 24 mois. Hein. Quand on réunit sous une même étiquette A plusieurs populations, il faut vraiment que toutes ces populations, prises 2 à 2, elles se ressemblent. Hein. Ici, notre tableau de synthèse se réduit à 2 blocs, un bloc A, un bloc B, 2 blocs disjoints, du moins au seuil 5%. Pour un autre seuil, on pourrait avoir une configuration différente. La situation est vraiment très simple, mais vous pourrez trouver avec les exercices sur la fiche de TD numéro 2 ou bien les sujets d'anal que je mettrai sur Moodle, hein, vous pouvez trouver vraiment toutes sortes de situations pour le tableau de synthèse. Des fois, il faut 3 lettres, A, B, C. Des fois, vous avez des blocs A et B qui se superposent, qui se chevauchent. Hein, vous voyez, vous pouvez avoir, mettons, c'est pas le cas ici, hein, je vais effacer tout de suite après. Vous pourriez avoir un groupe A qui regroupe 3 populations et il y a une population en commun avec un groupe B en parallèle, et pourtant on ne pouvait pas fusionner le groupe A et le groupe B, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon ça j'efface tout de suite parce que ça ne correspond pas à notre situation. Là on a un tableau de synthèse très simple, à la limite trop simple. Vous pouvez avoir des situations beaucoup plus complexes que ça. Alors pour terminer le test de Tukey, je voudrais faire une remarque au niveau des calculs concernant le dénominateur, là avec la variance résiduelle, parce que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une contradiction avec la version du test de Tukey qui est contenue dans votre polycope. Il semblerait à première vue que le dénominateur est une formule légèrement différente. Mais quand même, les deux formules concordent, on va voir ça dans un instant. Simplement dans votre polycope, là, l'énoncé de Tukey, il vous le donne tout de suite dans un cadre très général. Si on avait des échantillons de taille inégale, hein, vous voyez NI, NI',
c'est la taille des 2 échantillons que vous êtes en train de comparer. Mais bon, pour simplifier, comme les exercices de la feuille de TD numéro 2, ils travaillent toujours avec des échantillons, qui ont tous la même taille. Donc ce que j'ai fait pour le résumé de cours, je me suis placée dans le cas particulier où vous avez NI et NI' qui sont égaux. Hein, on avait, vu la semaine, dernière, quand on avait démarré le test ANOVA, qu'on se plaçait avec des échantillons qui étaient tous de taille J. Voilà, donc prenez la formule du polycope avec ses effectifs NI et NI', remplacez NI' par J, NI par J. Donc là, dans la parenthèse, vous allez trouver 1 sur J 2 fois, 2 sur J, avec le coefficient, le facteur 1/2 ici devant la parenthèse, ça va se simplifier et il va vous rester donc la variance résiduelle divisée par J. Donc il n'y a pas de problème, ça coïncide bien avec, la formule simplifiée que j'avais fournie dans le plan de cours. En résumé, cette procédure de Tuquet nous a permis de bien clarifier la situation qu'on avait héritée du test ANOVA. Avec toutes ces comparaisons 2 à 2, on a pu affiner notre analyse de façon tout à fait exhaustive. Le seul aspect qui gêne un petit peu avec les tests de Tuquet, c'est le classement arbitraire au démarrage. Alors on n'aura pas ce problème avec le test de Dunet, hein, là il n'y a pas de classement préalable, mais le test de Dunet, il ne s'applique pas dans n'importe quel contexte. Il s'applique dans une situation où l'énoncé vous suggère de considérer une certaine, population comme référence. Donc vous avez ça par exemple dans l'exercice numéro 3, là sur la feuille 2. Donc c'est un exercice où on compare 4 variétés de blé, on compare leur rendement et vous avez, dans l'énoncé une question où on vous suggère de considérer la variété C comme, variété de référence, hein, c'est-à-dire la population numéro 3. Voilà, alors comment, va-t-on formuler cette procédure de Dunet dans le cas général? Donc vous avez une population de référence qui a été sélectionnée, sa moyenne théorique, on la note mu indice 0 ici en cours pour, exposer la théorie en général, mais cet indice 0 c'est pas le vrai nombre 0, hein, il faut voir ça comme un indice vide dans lequel vous allez injecter au cas par cas, le numéro de la population qu'on vous a désigné comme référence. Donc dans l'exemple sur les rendements des différentes variétés de blé, là, à la place de l'indice 0, vous injectez le nombre 3. Alors cette population de référence est représentée par un échantillon de référence dont la moyenne est notée Y bar indice 0. Pareil, il ne s'agit pas du chiffre 0 mais d'un indice vide et par exemple dans le cas de l'exercice sur les variétés de blé, il faut lire, l'indice 3 à la place de 0. Alors quand vous faites des tests de Dunet, vous aurez moins de comparaisons 2 à 2 à effectuer que pour le test de Tuquet, hein, parce que toutes les comparaisons 2 à 2 doivent obligatoirement impliquer la population de référence. Hein, mettons dans l'exemple sur les variétés de blé, votre population de référence, c'est la population numéro 3, donc vous n'aurez pas besoin de faire par exemple la comparaison entre mu2 et mu4, alors que c'était une comparaison qu'il fallait faire pour le test de Tuquet. Hein, là, vous fixez votre population de référence, la population numéro 3, et il faut juste lui comparer les autres populations, la population 1, la population 2 et la population 4, ça fait juste 3 comparaisons, hein. Donc dans l'exercice avec les variétés de blé, hein, on a 4 populations en tout. Avec le test de Tuquet, il faudrait faire 6 comparaisons 2 à 2. Avec le test de Dunet, il faudra faire seulement 3 comparaisons 2 à 2. Donc dans le cadre général, pour un nombre grand I de population avec grand I quelconque, le nombre de comparaisons à faire dans le cadre d'une procédure de Dunet, c'est I-1. Tandis que pour le test de Tuquet, c'était I-1 fois I divisé par 2, ce qui était plus grand. Alors, comment se passe, un test de Dunet une fois que vous avez fixé une certaine population à comparer, avec la population de référence, hein? Mettons que vous avez fixé, comme population à contrôler la population numéro I. L'hypothèse H0, se formule toujours de la même façon, hein. C'est une égalité, des moyennes théoriques entre les 2 populations comparées. On se fixe un seuil alpha, 5. La statistique T, bon alors je l'ai noté T, c'est juste parce que je manque de lettres. Mais évidemment, ce n'est pas la même variable aléatoire T que celle, que j'ai utilisée dans le test de Tuquet.
Bon, ça se voit tout de suite. Déjà rien que l'ensemble des valeurs possibles n'est pas le même. Hein, ici, votre variable aléatoire t, pour calculer ces valeurs observées, vous serez amené à considérer l'écart entre les moyennes des deux échantillons à comparer et vous mettez toujours en première position l'échantillon de référence. Donc quand vous lui retranchez la moyenne de l'échantillon, de l'autre échantillon, l'échantillon que l'on veut contrôler, eh bien le résultat il peut être aussi bien négatif que positif. Donc la variable aléatoire t, celle ce qui joue le rôle de statistique pour le test de Dunet, elle peut prendre n'importe quelle valeur réelle, positive, négative, tandis que la statistique t du test de Tukey, elle ne prenait que des valeurs positives. Donc cette différence se voit tout de suite au niveau du schéma de discussion. Quand vous tracez en gris l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour t, eh bien c'est tout l'axe réel en entier, depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors la zone d'acceptation, ça correspond aux petites valeurs de t, les valeurs voisines de 0. Donc ça, on comprend très bien pourquoi. Hein, si t est petit, proche de 0, ça veut dire que le numérateur, l'écart entre les deux moyennes d'échantillons, il est petit, proche de 0. Donc il n'y a pas tellement de différence entre les deux échantillons et c'est compatible avec l'idée de deux populations identiques. C'est pourquoi on valide l'hypothèse H0. Par contre, quand votre valeur observée t est grande, du côté de moins l'infini ou plus l'infini, ça veut dire que notre numérateur, la différence là, entre les deux moyennes d'échantillons, cette différence est grande. Hein, il y a un gros écart entre les deux échantillons, ils sont franchement différents, donc ça correspond à l'idée de deux populations significativement différentes, donc on rejette H0. Hein. Et là, quand vous rejetez H0, c'est pas comme pour le test de Tukey où il fallait faire attention à une inégalité, non, là pour votre conclusion dans le cas de rejet, il faut simplement dire le contraire de la phrase H0, mu0 différent de mu i, il n'y a pas de comparaison plus petit ou plus grand. Donc pour terminer la construction de notre schéma de discussion, il faut encore qu'on identifie les valeurs frontières, il faut qu'on détermine la valeur critique et pour ça il nous faut plus de renseignements sur la statistique grand T et justement dans le cours on nous dit qu'elle suit une loi qui s'appelle la loi de Dunet qui dépend de deux paramètres. D'abord le nombre de populations qu'on est en train de comparer, donc c'est grand I égale 4. Et ensuite le degré de liberté, donc on récupère de l'étude ANOVA de la semaine dernière, c'est le degré de liberté du dénominateur, on le reconnaît, n-i, donc n égale 12. Dans le cas des éponges, i égale 4, donc on se retrouve ici avec un paramètre 8. Et grâce à ces renseignements, on va pouvoir utiliser dans notre polycope la table pour la loi de Dunet. Donc c'est la table 10 dans votre polycope, une table construite pour les tests de Dunet au seuil 5%. Donc si on voulait faire un test de Dunet pour un autre seuil, il faudrait qu'on vous procure une autre table. Sur la première ligne, vous placez le premier paramètre, grand I, le nombre de groupes, le nombre de populations qu'on est en train de comparer. Hein, donc il y en a 4 dans l'exemple des éponges. Le degré de liberté dans le cas des éponges, on a vu, c'est 8. Voilà, et à l'intersection de la ligne et de la colonne, vous lisez ici une valeur critique, 2,8797. Voilà votre valeur critique pour le test de Dunet. Donc maintenant, le schéma de discussion est connu entièrement et vous n'avez plus qu'à calculer pour chaque comparaison la valeur observée, petit t, pour cette statistique grand T, et regarder ce nombre petit t, dans quelle zone il va atterrir. Alors ce petit t se calcule comment? Donc on a déjà vu au numérateur la différence entre les deux moyennes d'échantillons, toujours l'échantillon de référence en première position, et au dénominateur de nouveau une expression faisant intervenir la variance résiduelle qu'il faut aller récupérer dans l'étude ANOVA de la semaine dernière. Et là aussi, je veux faire un petit commentaire pour vous convaincre que malgré les apparences, il n'y a pas de différence là entre ce dénominateur ici sur le résumé de cours, le plan de cours de Moodle. Il n'y a pas de différence malgré les apparences avec la formule qui est annoncée dans votre polycope de cours.
Visuellement, on a l'impression que c'est une autre, formule. Bon, simplement, c'est que l'énoncé de Dunette dans le polycope, il est formulé, pour la situation la plus générale, c'est-à-dire si on avait des échantillons de taille inégale. Mais, dans le plan de cours, le résumé de cours sur Moodle, je me suis placée dans le cas particulier où tous les échantillons ont la même taille. Voilà, donc dans cette formule du polycope de cours, regardez ce qui se passe dans le cas particulier où vous prenez N0 et Ni, hein, donc N0 et Ni, c'est les tailles des 2 échantillons qu'on est en train de comparer. Alors dans le cas particulier, où tous les échantillons sont tous de même taille J, la formule se simplifie comment? Dans la parenthèse, vous allez avoir 2 sur J et ça coïncide totalement avec, le dénominateur qui était annoncé dans le résumé de cours, de Moodle.